Ce soir, Monsieur Modou Diagne Fada, bonsoir. Bonsoir Chérif. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ancien ministre, ancien député et président du parti LDR Yessal. Vous avez tenu d'ailleurs la réunion d'évaluation des législatives. On va en parler bien entendu. Mais d'abord, quelques jours après le lancement de la campagne arachidière, comment voyez-vous le début de cette campagne? La Sonacos que vous avez dirigée ambitionne de collecter 300 000 tonnes de graines d'arachide. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une ambition. Il faut toujours avoir dans la vie une ambition. C'est un objectif qu'ils se sont fixés. Bien entendu, vous comprendrez que je ne puisse pas aller en profondeur du fait que je viens de quitter la boîte il y a de cela 14 mois. Mais tout ce que je peux... Il y a longtemps, il y a plus d'1 an. 14 mois, c'est pas beaucoup au il y a plus d'1 an. Hein. Alors, je pense que c'est bien de se fixer des objectifs. Oui. Bon, maintenant... Atteignable ça peut être difficile parce que il y a d'abord des contraintes. Et la première contrainte, je pense, c'est la rareté des graines. Je pense que cette année... nous n'avons pas une bonne production. Bon, j'attends d'ailleurs que Monsieur le ministre de l'Agriculture puisse donner de façon officielle, peut-être en Conseil des ministres, les estimations de la production de cette année. Oui. Tantôt, il a parlé d'1,7 million. Après, il a parlé de 800 000, de 700 000. Oui. Il y a certaines sources qui parlent de 500 000 tonnes. Oui. Je pense qu'il est important pour permettre à tous les acteurs de la filière, pour planifier leur investissement, planifier aussi leurs actions, d'avoir une bonne estimation de la production. Maintenant, sur la campagne arachidière proprement dite, je dois quand même saluer la décision du gouvernement qui a consisté à décaler l'ouverture des exportations de graines. Ça a été un combat que j'ai toujours mené quand j'étais à la tête de la Sonacos. Une année, j'ai été suivi par la tutelle. Les années d'après, je n'ai pas été suivi par la tutelle et ça fait que la Sonacos n'a pas pu collecter beaucoup de graines. Oui. Cette année, qu'on puisse dire qu'il faut d'abord permettre aux industries de s'approvisionner, aux semenciers aussi de disposer des semences avant l'ouverture des exportations. Ça me semble être une bonne stratégie. Bon, maintenant, il faut, et c'est un conseil qu'on donne, il faut travailler à sécuriser le financement de la campagne arachidière. Oui. Parce que si le financement n'est pas sécurisé, on va vers des ruptures de financement et les opérateurs vont se décourager. Oui. Et en même temps, on pourra on pourra constater le retour des bons impayés. Oui, on va revenir sur les chiffres parce que c'est très, très important. Pour beaucoup de producteurs, quand même, les exportations sont la seule source de rémunération. La Sonacos, par exemple, à elle seule, et en tout cas et ses concurrentes privées, ne peuvent absorber qu'un maximum de 500 000 tonnes. Donc, est-ce que cette mesure protectionniste est nécessaire, à savoir de retarder les exportations? Comme vous le dites, sur une production de 800 000 tonnes, oui. Si les huiliers sont capables de collecter 500 000 tonnes, je pense que c'est un excellent pourcentage. N'oublions pas qu'il y a une forte consommation intérieure, une forte consommation locale, parce que nous tous, nous consommons de l'arachide ou ses dérivés. Donc je pense que c'est un bon pourcentage, c'est un bon niveau de réserve pour les industries. Et à mon avis, ce n'est pas une mesure de protection, parce que les exportations, quoi qu'on puisse dire, elles ne favorisent pas le paysan. Même si le paysan considère que avec les Chinois ou avec les autres étrangers, avec les Indiens, il peut vendre son kilogramme d'arachide plus cher. Oui. Mais et après l'huile d'arachide qui va être produite, si le prix est à un certain niveau, ça va être extrêmement difficile qu'on puisse vendre l'huile d'arachide à un prix abordable pour l'ensemble des Sénégalais. Et quand vous exportez, vous exportez aussi les subventions de l'État. Cette année, l'État a mis 120 milliards pour subventionner les semences, pour subventionner les intrants. Et vous les exportez. Vous exportez aussi les emplois. Vous n'avez pas de valeur ajoutée.
parce que je pense qu'avoir de la matière première, transformer la matière première ici au Sénégal, ça me semble être beaucoup plus profitable pour les Sénégalais que travailler toujours à exporter toutes les matières premières. Est-ce une manière pour vous de remettre en cause l'accord signé avec la Chine en 2014, qui s'est retourné à un certain moment je veux dire, il y a eu un impact parce qu'à un moment donné, même la Sonacos avait du mal à trouver des graines. Vous en avez un peu fait les frais, n'est-ce pas? Oui, mais je pense que la Chine est un pays partenaire du Sénégal. Il faut travailler à conserver ce partenariat, mais le partenariat doit être gagnant. C'est-à-dire que la Chine doit gagner, mais nous aussi, nous devons gagner. Personne ne dit qu'il faut arrêter les exportations. On dit qu'il faut décaler la date d'ouverture des exportations. Permettre d'abord à l'industrie locale, l'industrie nationale, d'avoir des graines, et ensuite ouvrir peut-être l'exportation aux Chinois, aux Indiens ou aux autres étrangers qui sont actifs dans la filière. Donc sur ce point, vous êtes en phase totalement avec Mabouba Diagne. Tout à fait, je suis en phase avec le ministre sur ce point précis. Maintenant, sur les chiffres, en revanche, sur les chiffres, ça pose problème. Comment vous expliquez ce flou? Parce que les agriculteurs, certains en tout cas, sont inquiets cette année concernant la récolte d'arachide. De nombreux producteurs anticipent d'ailleurs des pertes considérables en raison de la baisse de la production et de la qualité des semences. Selon les premières estimations, la production pourrait chuter de moitié par rapport à l'année dernière. Donc, l'année dernière, on était à 1 500 000. Cette année, on parle de 700 à 800 000 tonnes. Qu'est-ce qui l'explique selon vous? Je ne sais pas qu'est-ce qui l'explique. Je sais que la pluviométrie n'est pas en cause. Peut-être c'est la qualité des semences, peut-être c'est la qualité des intrants, donc de l'engrais. On évoque aussi l'irrégularité de la pluviométrie. Oui, mais de façon générale... La qualité de la semence également. Oui, de façon générale, je pense qu'on a eu une pluviométrie correcte pour la saison des pluies. Et nous pensons aussi que elle s'est assez bien répartie dans le temps et dans l'espace. Bon, maintenant, je pense qu'il faut... Parce que nous avons de la fan. C'est-à-dire que donc on ne peut pas mettre en cause la pluie en tant que telle. Je pense qu'il faut regarder la qualité des semences. Il faut regarder aussi les engrais. Bon, maintenant on le sait, nos sols sont très très pauvres et les taux de rendement sont très très faible. Je pense 1 tonne à l'hectare, 1 tonne 100 à l'hectare, c'est quand même assez faible pour un pays grand producteur d'arachide comme le Sénégal. Maintenant, il va de soi que depuis très très longtemps, nous avons perdu nos aptitudes d'avoir des semences de qualité. Toutes les semences que les opérateurs collectent, c'est du tout venant, c'est des semences qui sont des graines presque d'huilerie, qui sont mises à côté et qui sont considérées comme des semences. Je pense qu'il faudrait que l'ISRA reprenne son travail pour qu'on puisse avoir d'ici 2-3 ans des semences de qualité. Je pense que pour que la clarté du débat et permettre aux agriculteurs d'être rassurés, c'est important, selon vous, d'avoir les vrais chiffres. Est-ce que le ministre doit communiquer sur les chiffres? Non, le ministre doit officiellement, en conseil des ministres, en tout cas c'est comme ça que ça s'est passé, à la suite du travail effectué par la DAPSA, qui est la structure qui s'en occupe au niveau du ministère de l'Agriculture, dire aux Sénégalais, dire au président de la République, au Premier ministre, à l'ensemble des membres du gouvernement, voilà les estimations pour cette année. Alors, vous dites, la Sonacos a un objectif de 300 000 tonnes. Mais si la production c'est 500 000 tonnes, la Sonacos n'aura pas 300 000 tonnes. Ce n'est pas possible. Même si c'est 800 000 tonnes, la Sonacos n'aura pas 300 000 Pourquoi 300 000 tonnes parce que... Mais j'ai parlé tout à l'heure de la consommation locale. Mais comme vous le savez aussi, il y a beaucoup de paysans qui réservent eux-mêmes leurs propres semences. Et quelle que soit la fermeté de ceux qui sont dans les frontières, vous verrez toujours des graines qui sortiront et qui iront dans d'autres pays. Donc, pour pouvoir espérer une collecte de 300 000 tonnes, il faut peut-être avoir une production d'1 million, 200 000 tonnes. Et manifestement, on ne sera pas proche de ces chiffres. Je ne pense pas. En tout cas, cette année, selon les échos que nous avons du monde rural, il y a une fan abondante.
Mais je pense qu'il n'y a pas une bonne production d'arachide cette année. Et sur le prix plancher, alors 305 francs. C'est un bon prix. C'est un bon prix. C'est un bon prix. Malheureusement, le Premier ministre avait fait cas du doublement du prix en disant que le prix qui était à 280 l'année dernière, il allait doubler. Mais je pense qu'il s'est rendu compte que c'était plutôt une stratégie de campagne électorale, mais que c'était pas possible. Je pense que 305 comme prix plancher. Il y a une augmentation quand même. Hein. Il y a une augmentation, il faut s'en féliciter. Ouais. Il y a une augmentation. Maintenant, 25 francs CFA. Maintenant, la Sonacos achète à 335. Parce que bon, les 305, c'est pour le producteur, c'est pour le paysan. L'opérateur doit acheter le kilogramme d'arachide chez le producteur à 305 francs. Oui. Maintenant, la Sonacos doit, quant à elle, mettre une marge bénéfice pour le transporteur, une marge bénéficiaire aussi pour l'opérateur. Oui. Ce qui lui revient à 335 francs cette année. Et apparemment, selon les informations que nous avons, ça se passe bien pour la Sonacos au niveau de Louga, au niveau de Diourbel et peut-être Lindiane, je pense qu'il y a des efforts à faire, tout comme dans le sud du pays qui commence souvent tard la campagne de collecte. Bon, mais je pense qu'il faut garder l'espoir et j'ai vraiment une bonne pensée pour les travailleurs de la Sonacos et je pense que cette année, ils auront beaucoup de graines parce qu'encore une fois, c'est une structure à garder, c'est une structure à défendre, c'est une structure aussi à conserver la Sonacos. Et pourtant, l'État fait des efforts. Hein. On a suivi le DG de la Sonacos qui fait des efforts, surtout dans le paiement, parce qu'il y a quelques producteurs qui se détournaient aussi de la Sonacos, préférant durant les 4 ans que j'ai géré la Sonacos, j'ai toujours fait du tegui-tech. À chaque fois que des graines, on paye au comptant. À chaque fois que les graines, à chaque fois que le producteur ou l'opérateur décharge ses graines, il est payé aussitôt. C'est la même stratégie qui semble être. Les producteurs vendent au plus offrant, je parle de ce point de vue. Oui, les producteurs, ils peuvent vendre au plus offrant, ce n'est pas interdit. Parce que quand on dit un prix plancher, ben, ça veut dire que si vous trouvez quelqu'un qui vous achète vos graines à 350 ou à 400, vous pouvez vendre. 500 francs. Ou à 500 francs, vous pouvez vendre. Maintenant, si vous n'en trouvez pas, on ne peut pas aller en deçà de 305 francs. Pour finir sur ce volet, le plus important pour vous, c'est donc de publier les vrais chiffres. C'est ça. Mais aussi le financement. Sécuriser le financement. Oui. Il faut sécuriser le financement parce que les montages financiers qui nous sont annoncés ne nous semblent pas être tenables dans la durée. Pourquoi Même non, parce que je pense qu'il faut rester avec le modèle ITFC. C'est-à-dire ITFC, c'est une filiale de la Banque islamique de développement qui a souvent soutenu l'État du Sénégal pour financer les campagnes de collecte d'arachide. Et je pense que non seulement les taux d'intérêt sont acceptables, mais ensuite, c'est des gens qui sont très, très sérieux et qui aiment bien le Sénégal et qui devraient pouvoir continuer à aider la Sonacos. Bon, maintenant, cette année, j'ai entendu qu'il y a des banques locales qui vont s'associer pour accompagner. J'ai beaucoup de respect pour les banques locales, mais moi, je préfère qu'on ait un schéma comme celui que nous avions avec ITFC pour être sûr que le financement sera sécurisé. Parce que là, les gens sont partis. Sont bien partis. Il ne faudrait pas qu'en cours de route, qu'on puisse les freiner parce que tout simplement le financement fait défaut. Très bien. Mamadou Diagne Fada, on va parler de politique et de la vie parlementaire. C'est votre première sortie médiatique depuis la défaite lors de ces législatives. Pourquoi vous avez perdu à froid? Est-ce que vous avez eu le temps d'analyser cette lourde défaite, pour ne pas dire cette bérésina? Pour notre parti LDR-ISL, nous avons perdu parce que d'abord le pouvoir en face a une longueur d'avance sur nous, parce que le pouvoir était déjà au courant 2 mois avant
qu'on allait organiser les élections législatives le 17 novembre, ce qui n'était pas notre cas. Oui. Ensuite, donc cela fait que nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour nouer de bonnes alliances. Nous avons noué, en ce qui nous concerne, Takku Wallu Sénégal, une alliance avec le PDS, avec d'autres partis. On n'a pas vraiment eu le temps de discuter en profondeur pour pouvoir faire de très bonnes investitures. Et bien entendu, pour les investitures aussi, nous avons fait des erreurs. Et à la dernière minute, l'opposition qui voulait aller en intercoalition intégrale, s'est heurté à des problèmes. Diamou Angueri a été obligé de se retirer. L'intercoalition a fait flop, clairement. L'intercoalition, en tout cas, dans la forme qui avait été voulue, ça n'a pas marché, même si nous sommes partis avec Samus Kadou. Et même là, il y a eu des problèmes d'investiture, il y a eu des problèmes de campagne électorale, de tournée, de caravane. Donc ça a été très, très, très difficile. Bon, ici, ajouter maintenant l'absence peut-être du président Macky Sall qui devait conduire la liste. Et qui est... Parce que vous l'attendez, vous? Ben non, il ne s'agit pas de... C'est nous qui avions demandé à ce qu'il soit notre tête de liste. Ben, on pensait qu'à un moment donné, il allait peut-être venir même pendant la campagne pour 2-3 jours pour pouvoir nous accompagner. Mais après, on s'est rendu compte que c'était très... Est-ce que c'était responsable quand même pour le président Macky Sall de revenir faire campagne dans les conditions qu'il a quitté le pays? Je pense que le président Macky Sall est un homme politique, comme le président Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade a dirigé une campagne et a battu campagne lors des législatives de 2017. Hein, il est revenu. Mais pas si vite. Abdoulaye Wade, il a quitté le pouvoir. Non, mais 2017, j'ai dit 2017-2012. C'est vrai, c'est 5 ans. Oui, quand même. Ici, c'est quelques mois. C'est quelques mois. Mais n'empêche, c'est un homme politique. Et surtout dans un contexte très tendu aussi. Non, je pense que le contexte politique sénégalais n'est pas aussi tendu que ça. Quand même, c'était tendu. Ce qui existe, c'est le débat. Macky Sall a quitté le pouvoir dans des conditions qu'il n'aurait pas lui-même voulu, certainement. Ah non, mais je ne pense pas que ça soit exactement le cas. Il a quitté le pouvoir. Il a laissé son successeur prêter... Il aurait aimé meilleure sortie. Mais certainement, il aurait aimé peut-être que son candidat gagne. Une sortie plus honorable. Peut-être, non, il aurait aimé peut-être que son candidat gagne. Gagne l'élection présidentielle. Mais je pense qu'il est sorti dans des conditions assez quand même honorables. Hein. Il n'empêche... Parce que quand même, il ne s'est pas présenté à un 3e mandat. Il n'était pas lui-même un candidat. On ne va pas refaire l'histoire, mais est-ce que c'est la seule raison de la défaite? Vous avez parlé des problèmes d'investiture. Non, j'ai parlé de mauvaise investiture. De mauvaise investiture. La non-présence du président Macky Sall, manifestement, ça veut dire déçu. Non, mais ça veut dire que la campagne de notre liste n'a pas... La caravane de notre liste... Nous avons été obligés de trouver des solutions de rechange en appelant Amadou Mame Diop ou Aïssata Tall Sall pour diriger la caravane. Et eux-mêmes étaient pris au niveau de leur département parce qu'il fallait aussi qu'ils Mody Diagne Fada, vous pensez vraiment que si Macky Sall était venu, la donne aurait changé? Je pense que si nous avions fait de bonnes investitures, si nous avions eu le temps de faire de bonnes alliances, de bonnes investitures, avec la présence du président Macky Sall pour conduire la campagne, je suis sûr qu'on aurait fait de meilleurs résultats. Et vous ne vous dites pas tout simplement que le peuple s'est détourné d'une certaine façon de faire de la politique aussi? Vous savez, non, je ne pense pas. Non, dire que le peuple a voulu être cohérent, je suis d'accord. Il a donné une majorité. Non, il a donné l'exécutif à Pastef, à Diomaye président. Bon, le peuple a voulu leur donner aussi les moyens de gouverner. Et ça a toujours été le cas de tout le temps. Du temps de Abdoulaye Wade avec Abdou Diouf, du temps de Macky Sall après Abdoulaye Wade. Donc tout le temps, le peuple sénégalais reste dans sa cohérence. On s'attendait aussi à ce phénomène en 2024. Par contre, on pensait pouvoir faire de meilleurs résultats. Et je pense que si nous avions réussi à faire de meilleurs résultats, bon, la démocratie sénégalaise s'en porterait mieux. Le peuple a été cohérent, mais le peuple vous a aussi, par ricochet, sanctionné en réalité. Ah, mais absolument, faut pas. Vous savez, nous sommes en démocratie. Et c'est le peuple qui distribue les rôles. Absolument. Le peuple a donné le pouvoir à Pastef.
ben, félicitations à PASTEF. Le peuple nous a demandé de rester dans l'opposition, mais nous restons dans l'opposition et qu'on ne nous empêche pas de faire notre rôle d'opposant. Vous connaissez bien la vie parlementaire, vous avez été député, ancien vice-président même de l'Assemblée nationale. Que vous inspire la radiation de Barthélémy Diaz? Je pense que c'est une forfaiture, c'est mon analyse. Je pense que l'article 61 de la Constitution, tout comme l'article 51 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, parle d'un député en fonction et qui est condamné définitivement. C'est mon interprétation. Pour moi, il parle d'un député en fonction qui est condamné définitivement. Ce député-là doit être radié. Oui. Mais pas d'un condamné qui devient député. Un condamné qui devient député... Oui. Pour vous, il y a une nuance. Il y a une nuance. Oui. Un condamné qui devient député, on n'en parle pas. On parle d'un député en fonction qui est définitivement condamné. Oui. Donc pour moi, on aurait dû peut-être faire de telle sorte que Barthélémy Diaz ne soit pas candidat. Oui. C'est ça qui serait logique. Oui. Mais dès l'instant qu'il est devenu candidat et qu'il a été élu au suffrage universel par le peuple sénégalais qui savait qu'il était condamné, on devait quand même le laisser. En tout cas, il a été radié en raison d'une condamnation pour homicide prononcée en 2017, confirmée en appel et validée par la Cour suprême. Oui, d'accord. Mais je pense que vous comprenez un peu mon interprétation. Oui. Je pense que on ne devrait pas le faire. Oui. On devait peut-être travailler à l'empêcher d'être candidat, d'être député. Mais dès l'instant qu'il est un condamné, encore une fois, qui devient député, il y a un vide juridique. Pour vous, c'est une nuance. C'est une nuance pour moi importante. Alors, selon lui d'ailleurs, Barthélémy Diaz qui a fait face à la presse hier, l'État veut aussi lui prendre la mairie, se basant sur l'article 277 du Code électoral. Qu'en pensez-vous? Mais non, mais là aussi, ce serait une forfaiture. Ah oui? D'abord, l'article 135 du Code général des collectivités locales le protège. Oui. Parce qu'il a été condamné pour crime et non pour délit. Mais l'article 277 du Code électoral aussi, pour moi, c'est un article qui cherche à sanctionner les conseillers ou les adjoints au maire ou le maire qui a volontairement dissimulé un cas d'incompatibilité ou un cas d'inéligibilité. Et on dit, si on le découvre en cours de mandat, on doit le sortir. Le radier. Bon, mais ici, quand il était élu en 2022, sa condamnation n'était pas encore définitive. Donc il a été normalement élu. Et il est devenu conseiller municipal et par ricochet maire de la ville de Dakar. Oui. Pour vous, donc, si on lui retire la mairie, ce serait encore une forfaiture. Qu'est-ce que ça dit quand même de cette 15e législature et qu'est-ce que vous en attendez, vous, personnellement? La 15e législature a commencé par une erreur de la majorité qui a confisqué un vice-président de Taku Wallu, en tout état de cause. Vous parlez de l'affaire, ce qu'on peut appeler affaire Farbangom, la huitième vice-présidence. Je pense que... Qu'est-ce que vous dites aussi de la parité non, la parité justement, parlons-en. La parité pour moi, c'est le président est un homme, la première vice-présidente doit être une femme. Quand ils partaient aux élections législatives, ils ont mis M. Ousmane Sonko premier, Mme Ben Faye deuxième, ainsi de suite. Tout à fait. Donc, dans le bureau de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, même s'il est élu pour 5 ans, tout comme les vice-présidents et les secrétaires élus, de même que les deux questeurs, sont des membres du bureau. Et dès l'instant qu'ils sont des membres du bureau, nous devons respecter la parité. Respecter la parité, ça veut dire première vice-présidente, une femme. Et en ce moment-là, on n'aurait pas de problème. Oui. Parce que le donc pour vous, PASTEF a fait ça à dessein. Non, mais je ne comprends pas. Je pense que les femmes de PASTEF doivent d'ailleurs se rebeller un peu contre leur parti. Parce que cette vice-président, on aurait pu avoir 4 femmes et 3 hommes. Oui. Et comme ça, le Taku Wallu, qui n'avait qu'un seul choix à faire. Parce que quand même, rappelons que PASTEF avait 7 choix à faire. 7 députés. Il est plus facile pour PASTEF de mettre de l'ordre que pour Taku Wallu qui n'avait qu'un député. PASTEF était libre de choisir ses hommes comme
Comme aussi Tako Wàllu était libre de choisir la priorité, oui, le réglementaire est clair, la priorité leur est accordée pour choisir selon l'ordre. Oui. Mais en ce qui concerne la parité, le règlement intérieur est muet. Oui. Et je pense que d'ailleurs c'est important que cette question soit soumise à la Cour, au Conseil constitutionnel ou à la Cour suprême pour qu'une jurisprudence naisse, pour qu'on puisse ne plus voir ces problèmes-là lors de la prochaine session ordinaire de l'année prochaine. Mais en tout état de cause, le PASTEF ne peut pas confisquer un vice-président qui ne lui appartient pas. Ça, c'est pas la loi. La loi nous donne un vice-président. La loi leur donne 7. La loi ne leur donne pas 8. Donc, il ne peut pas prendre 8 vice-présidents. Dans tous les cas, donc pour vous, le recours... mais le recours doit aboutir. Va porter ses fruits. À mon avis. Alors, le budget doit être voté. Ça aussi, c'est une priorité dans des délais exceptionnels. Tout à fait. Le temps, aujourd'hui, nous est compté. Est-ce que pour vous, ce sont là vraiment les priorités? Il y a quand même du racolage. C'est-à-dire non, mais il faut considérer que le budget du Sénégal, la loi des finances initiale, doit être déposée à l'Assemblée nationale avant l'ouverture de la session, avant l'ouverture de la première session ordinaire. Tel n'a pas été le cas. Parce que vous avez entendu, dans le communiqué du Conseil des ministres suivant l'installation, qu'on a adopté le projet de... Donc ça, déjà, c'est un problème. Bon, bref, on va quand même racoler. À mon avis, le groupe Tako Wàllu ne devrait avoir aucun problème à voter le budget. Parce que le budget, c'est quand même pour le Sénégal. Tout à fait. Le budget, c'est pour le Sénégal, c'est pour permettre... aux différentes administrations de pouvoir la continuité, travailler, la continuité de l'État, du service public. Donc pour moi, il n'y a pas d'enjeu politique en ce qui concerne le budget, sauf que si eux, ils considèrent qu'ils ont une majorité écrasante, qu'ils n'ont pas besoin de l'opposition, bien qu'ils traitent l'opposition avec mépris. Et moi, c'est ça que je sens un peu. Ah oui? Je sens un peu qu'ils traitent parfois l'opposition avec mépris. Vous savez, l'opposition, même avec 17 députés, peut faire perdre du temps à la majorité. Donc moi, je les invite à mieux se concerter avec l'opposition. Vous avez le dialogue politique, on en parle. Oui, parfois on dialogue devant le ministère de l'Intérieur, mais le dialogue politique, ça doit se faire au niveau de l'Assemblée nationale. Il faudrait que les nouveaux dirigeants, les nouveaux tenants de la majorité le comprennent et considèrent l'opposition et parlent avec l'opposition, parce que c'est une opposition républicaine, c'est une opposition expérimentée, c'est une opposition qui n'est pas là vraiment pour mettre les bâtons dans les roues des tenants du pouvoir actuel. Le PASTEF aussi a connu des vertes et des pas mûres aussi au Parlement. Est-ce que ce n'est pas aussi un retour de bâton? Non, mais ils ont prôné la les anciens membres de Benno Bokk Yakaar. Je pense qu'ils ont prôné la rupture. Nous sommes dans une autre séquence de la vie politique, dans un autre cycle de la vie politique. Il ne faut pas démarrer par dire ils l'ont fait, nous allons le faire. Ce n'est pas bon. Nous allons rentrer dans un cercle vicieux qui ne va pas mener le pays à bon port. Les Sénégalais leur font confiance. 130 députés, 54% élus au premier tour. Je pense que ce que les Sénégalais attendent d'eux, c'est qu'ils travaillent. C'est un plébiscite. Oui, mais c'est qu'ils travaillent. C'est qu'ils rassurent les Sénégalais, ils rassurent les jeunes. Ils travaillent à arrêter l'immigration, ils travaillent à réduire le coût de la vie. Voilà les chantiers qui les attendent. Mais continuer à faire de la politique politicienne, ils en ont assez fait jusqu'à prendre le pouvoir, et ça suffit. Alors, vous l'avez dit, le Conseil des ministres a déjà examiné et adopté le projet de loi de finances rectificative 2024 et le projet de loi de finances 2025, et que l'opposition ne doit pas faire de la politique avec ces lois. Au-delà de ces lois très importantes, encore une fois, rappelons-le, pour la continuité du service public, qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette 15e législature en termes de vie démocratique et de liberté? Je pense que nous avons une bonne occasion d'avoir des débats de qualité. Entre les jeunes loups de PASTEF, qui sont quand même, certains sont quand même assez bien formés, et les expérimentés de l'opposition. Je pense que s'ils le souhaitent, on peut avoir une assemblée de qualité, une assemblée de débat. Et moi, c'est ça que je souhaite. Mais je ne suis pas encore rassuré par ce que j'ai vu lors de la première séance de la première session
ordinaire. J'ai pas aussi aimé la radiation de Barthélémy Diaz. Le seul acte positif du nouveau président, c'est d'avoir rendu visite des visites de courtoisie à ses prédécesseurs. Je pense que ça, c'est des actes. Le nouveau président de l'Assemblée nationale. C'est des actes à saluer. Mais je pense que faut qu'il reste lui-même, qu'il parle aux uns et aux autres, et qu'on puisse enfin débattre. Débattre en commission technique, en commission financière, mais débattre aussi en plénière. Je pense que s'il le réussit, ce serait déjà un grand pas vers l'avant. Si on sort maintenant de l'Assemblée nationale pour parler un peu de l'exécutif et du président Bassirou Diomaye Faye, je ne vais pas vous demander un bilan, mais qu'est-ce que vous pensez de ces actes posés depuis qu'il est là? Est-ce que là, vous êtes rassuré? Pour le président Bassirou Diomaye Faye, dans l'ensemble, il est perçu disons comme... l'exécutif. Oui, d'accord, mais en fait l'exécutif a deux têtes. Le président Diomaye est perçu comme un homme serein, un homme calme, quelqu'un qui me semble avoir la tête sur les épaules. Bon, même si les actes qu'il pose, il voyage beaucoup. Je pense qu'il faudrait quand même qu'il reste un peu plus dans le pays. Bon, il est responsable, le premier responsable de la diplomatie, le premier responsable de la politique, donc de notre diplomatie, de la politique étrangère, le premier responsable aussi de l'armée, etc. Bon, maintenant je lui reproche deux choses. C'est le fait de nous avoir caché la date des élections au profit de son camp. Et ensuite, le fait d'avoir convoqué l'Assemblée nationale pour la déclaration de politique générale et de la dissoudre un jour avant. Ça, c'était un faux ça, c'est de la politique politicienne et lui, il n'est pas attendu sur ce terrain-là. Quant au Premier ministre, bon, je pense que il est populaire devant les Sénégalais, il est populaire devant ses électeurs. Donc, il a intérêt à moins parler et à agir pour véritablement régler les problèmes auxquels les Sénégalais sont confrontés. Et le numéro 1 pour moi, c'est le chômage des jeunes. L'économie de façon globale. C'est aussi l'économie de façon générale. Mais c'est aussi la lutte contre certains fléaux comme l'immigration clandestine et la réduction du coût de la vie. Et c'est aussi de restaurer la bonne gouvernance qui a un peu fait défaut aussi. Oui, vous savez, écoutez, je ne pense pas que ça soit un problème. Vous savez, non, attends. Un pays qui se respecte, la réduction des comptes ne doit même pas être réservée à ceux qui étaient là et qui sont partis. Ça doit se faire régulièrement. Régulièrement. Et même aujourd'hui, ceux qui exercent des responsabilités d'ici l'année prochaine, mais écoute, la Cour des comptes va faire ses programmes et va aller visiter certaines administrations. Et ça s'est toujours fait sous le régime aussi du président Macky Sall. Donc personne n'est contre la réduction des comptes, mais il ne faut pas que ça soit des règlements de compte. Odiane Fada, président de LDR YESAL, donc vous êtes dans l'opposition, vous y restez. Il n'y a pas de raison de rallier, mais du tout, comme on l'a vu chez certains. Non, du tout. Je pense que le peuple sénégalais a décidé qu'on soit dans l'opposition. Par respect à ce peuple sénégalais, nous devons rester dans l'opposition. Avec beaucoup de regrets quand même. Parce que mais à chaque fois, mais un homme politique, il ne travaille pas pour aller dans l'opposition. Il ne travaille pas aussi pour rester dans l'opposition. Un homme politique, il travaille pour conquérir le pouvoir et l'exercer. Donc à chaque fois que vous partez du pouvoir, bien entendu, il y a quelques regrets. Mais l'essentiel, c'est qu'on peut toujours servir son pays même en étant de l'opposition. Parce qu'ici, personne ne s'oppose pour s'opposer. On s'oppose sur des idées, sur des principes et on observe. Et je pense que le gouvernement a besoin d'une opposition. Absolument. Pour aller de l'avant. Dernière question, Modiane Fada. On a vu la rencontre entre Bassirou Diomaye Faye, le président de la République, lors du forum de Doha, la rencontre avec Karim Wade qui a beaucoup fait parler. Quelle est votre interprétation ? Si le président Bassirou Diomaye... Ça vous fait sourire déjà, pourquoi? Oui, même parce que c'était... je savais que la question allait venir. Absolument. Alors, mais non, mais je pense que si le président Bassirou Diomaye Faye rencontre le citoyen sénégalais Karim Wade, il n'y a aucun problème. Si
le Sénégal cherche à mobiliser les fonds souverains qataris et que Karim Wade peut aider, ben, il aide son pays. Il n'y a aucun problème. Moi, je me fais aucun souci par rapport à cette rencontre. Même si c'était un adversaire politique il y a quelques... Ah oui, mais je pense que, vous savez, moi, ce que je ne comprends pas ici au Sénégal, mais le président Diomaye Faye doit pouvoir demain recevoir l'opposition, dialoguer avec l'opposition. Regarde ce qui se passe en France. Ça ne doit pas être un problème. Tout à fait. Parce que quand vous vous rencontrez, vous parlez de dossiers, vous parlez de